Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Havard et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Eureka. J'espère que vous allez bien et avant tout, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2025. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème qui, comme vous le savez pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, est un de mes préférés. Aussi, je suis toujours ravi lorsqu'il apparaît dans vos choix. D'ailleurs, je le rappelle, c'est vous qui décidez des thèmes que j'aborde sur cette chaîne en votant directement en commentaire sous chacune de mes vidéos. Nous allons donc revenir au thème des serial killers pour la troisième fois après une longue pause puisque le dernier épisode sorti sur ce thème était il y a plus de 4 mois et était consacré à Albert Fish, un tueur en série particulièrement horrible. Va falloir voter pour ce thème plus souvent, hein. Oui, d'autant qu'on a déjà écrit le prochain dessus. Les gars, vous voulez pas les laisser faire comme ils veulent plutôt ? Tout ça pour dire que le sujet d'aujourd'hui était déjà au cœur de cette vidéo, même si on n'en avait pas parlé de manière explicite, et a même été teasé lors de l'épisode 1 consacré au thème des serial killers sorti en mai 2024. Allez, on embarque pour une nouvelle vidéo consacrée aux tueurs de la triade McDonald. C'est parti, et bonne vidéo. On va commencer par expliquer ce qu'est la triade McDonald ou le rappeler pour celles et ceux qui ont vu les épisodes précédemment cités. Également connue sous le thème triade de sociopathie, la triade McDonald reprend le nom de son inventeur, le psychiatre John McDonald, qui soumet cette idée dans une thèse baptisée The Threat to Kill, en français la menace de tuer, parue dans la revue médicale American Journal of Psychiatry en 1963. Et si elle s'appelle triade, c'est parce qu'elle soumet une idée selon laquelle il serait possible de déceler les futurs serial killers selon 3 caractéristiques communes que l'on retrouverait dans l'enfance de ces graines de tueurs. La première est la cruauté envers les animaux, qui, comme son nom l'indique, implique la torture, voire la mort d'un animal, souvent le chat de compagnie ou les lapins de la ferme, qui pour certains serait la première cause de déshumanisation de l'enfant, qui est ainsi confronté à la mort pour la première fois. La seconde, tout aussi explicite, est la pyromanie, soit l'attrait impulsif et obsédant du feu qui pousse à contempler et même à provoquer un incendie. Celui-ci n'est pas spécialement causé pour nuire ou pour faire mal, mais plutôt par besoin ou plaisir égoïste. Le pyromane trouve dans les flammes une forme de gratification, d'excitation ou d'exutoire. Ok, donc quand je fixe le feu d'une cheminée et que ça me fascine, je suis pyromane. Observer et être fasciné par le feu est un comportement naturel. Il ne faut pas confondre instinct et pathologie. Oui, ceci dit, c'est une bonne question. Lorsqu'un enfant s'amuse à mettre une brindille dans une fourmilière, par exemple, cela ne fait pas de lui un bourreau en devenir. Ce qui inquiète, c'est lorsque ces comportements deviennent répétitifs, intentionnels et qu'ils sont motivés par une volonté de nuire ou de dominer. Enfin, la troisième caractéristique est l'énurésie nocturne tardive. Faire pipi au lit après 5 ans. Ah ben, j'allais demander. Merci monsieur Pourpre. Et comme pour les points que l'on a cités précédemment, on parle de comportements répétitifs. Bien sûr, mouiller son lit après un cauchemar ou parce qu'on a bu un peu trop d'eau avant de dormir n'a rien d'inhabituel. Ce qui inquiète les spécialistes, c'est lorsque ce problème persiste au-delà de l'âge de 5 ans et qu'il s'accompagne d'un contexte de stress, de traumatisme ou d'abus émotionnels. Individuellement, ces 3 comportements ne sont pas alarmants, mais leur combinaison au sein d'un même profil peut suggérer un mal-être profond et demander une attention particulière. Ok, donc c'est plus un signal d'alerte qu'un vrai diagnostic en soi. Exactement. Ces 3 signes sont comme des indices dans un puzzle beaucoup plus complexe qui renvoie souvent à des traumatismes ou à un environnement familial toxique. Ils ne prédisent pas nécessairement un avenir criminel, mais ils appellent à l'écoute et à l'intervention. C'est drôle parce que plus on fait des vidéos et moins j'ai besoin de parler. Et c'est un problème? Ah non, non, pas du tout, au contraire. D'ailleurs, tu parles de traumatisme et d'environnement, et tu fais bien, parce que cette triade est généralement observée chez des personnes dont l'enfance est marquée par la violence, l'abandon et même les abus, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Cette enfance désastreuse est elle-même causée par de nombreux facteurs tels que la précarité ou ce que j'appelle le bagage familial, qu'il soit génétique ou culturel. Et en effet, lorsque John McDonald mène son étude auprès de 100 patients, dont 48 psychotiques et 52 non psychotiques, il se rend compte que sur les personnes susceptibles de tuer, ou en tout cas qui en manifestent l'envie, la très grande majorité a subi ces 3 caractéristiques pendant son enfance.
Mais malgré cette étude et sa publication dans la revue médicale comme expliqué plus tôt, la triade McDonald est loin de faire l'unanimité. En effet, de nombreux psychologues et enquêteurs modernes la considèrent comme une simplification excessive. Ces comportements pourraient être des signaux d'alerte, mais ils ne suffisent pas à prédire qu'un enfant deviendra un criminel. Et par extension, un tueur en série n'a pas forcément connu ces trois caractéristiques avant de faire ses premières victimes. Alors, prenons quelques exemples de tueurs en série et voyons si McDonald aurait pu prévoir ce qu'ils sont devenus. Un bon candidat à l'illustration de la triade McDonald serait celui que l'on nomme le vampire de Sacramento. Il s'agit de Richard Chase qui aurait fait 6 victimes entre fin 1977 et début 1978. En plus d'avoir assassiné des gens de sang-froid, il est notamment connu pour avoir pratiqué des actes de nécrophilie et de cannibalisme sur ses victimes, pas forcément dans cet ordre-là. C'est marrant que tu dises de sang-froid, parce que son surnom lui vient directement du fait qu'il buvait le sang de ses victimes après les avoir refroidis. Né le 23 mai 1950, Richard Chase grandit dans des conditions compliquées. Premier-né d'un couple à peine formé, Richard va très souvent être témoin de disputes entre son père, physiquement violent, et sa mère qui serait atteinte de troubles mentaux. Très vite, l'enfant développe des premiers symptômes comme celui de l'énurésie nocturne tardive ou même de la pyromanie. Bon, pas de cruauté animale, c'est déjà ça. En fait, lors de son arrestation, la police retrouve des colliers de chiens et même des restes d'animaux à son domicile, ainsi que des petites annonces de vente d'animaux que le tueur avait cochées dans divers magazines. Selon des témoignages de voisins, beaucoup d'animaux seraient rentrés chez lui, mais jamais on ne les a vus en ressortir. Il dira plus tard, lors de son procès, qu'il a toujours exprimé le besoin de boire du sang pour rester en vie et que cela avait commencé par celui des animaux. Ok, donc, Burk. Je pense qu'on peut lui mettre un bon 9 sur 10 concernant la triade McDonald. On a l'énurésie nocturne tardive, la pyromanie et la cruauté envers les animaux. Et encore, je mets pas la note maximale tout simplement parce que les sources concernant ces actes pyromanes ne sont pas assez nombreuses. Et parce que c'est un peu tendancieux d'attribuer une bonne note à un serial killer. Oui, aussi. Allez, voyons si on peut trouver un autre prétendant au titre de tueur de la triade McDonald. Richard David Falco naît en 1953 d'un adultère. Sa mère biologique, Betty Broder, décide de s'en débarrasser, mais l'enfant illégitime sera vite adopté par le couple juif Berkowitz, duquel il prendra le nom. Et malheureusement, cette nouvelle appartenance ethnique soulignée par son nouveau nom, David Berkowitz, lui vaudra les moqueries et intimidations des enfants de son âge. Ne faites jamais ça, les jeunes. Oui, on ne juge pas un livre à sa couverture. Oui, les jeunes et les moins jeunes aussi. Cet abandon de ses pères va participer à son désintérêt pour l'école et à son enfance troublée. David préfère commettre de petites infractions comme des vols ou allumer des incendies plutôt que de faire son éducation. Il aurait également été cruel envers les chiens de ses voisins, bien que cette information puisse être une altération d'une autre anecdote, celle selon laquelle, lors de son arrestation, il dira aux forces de police que c'est un démon en forme de chien qui lui demandait de perpétrer ses actes. Et est-ce qu'il faisait pipi au lit? Pour le coup, aucune idée, faudra lui demander. Quoi? Il est encore en vie? Attends, je raconte. C'est à l'âge de 14 ans que David Berkowitz va connaître un tournant à la mort de sa mère adoptive, Pearl Berkowitz. Nathan, le papa, va se remettre assez vite avec une autre femme et David ne l'accepte pas. C'est peut-être pour ça qu'il va rejoindre l'armée américaine à 17 ans et va servir à Fort Knox et même en Corée du Sud jusqu'en 1974 où il reçoit les honneurs à son retour au pays. C'est à ce moment-là qu'il commence à rechercher sa mère biologique qu'il finit par retrouver. À la révélation des circonstances de sa naissance par cette dernière, David subit une crise identitaire forte. Né d'un adultère, abandonné, recueilli par une mère adoptive partie trop tôt, David ne sait plus où il en est, ni même qui il est. Et c'est au milieu des années 1970 qu'il va commettre ses premiers meurtres. D'abord à l'arme blanche, puis à l'arme de poing. Il part en chasse au volant de sa voiture et abat des personnes choisies au hasard, jusqu'à commettre de véritables fusillades enchaînant les victimes. Il sera finalement arrêté le 10 août 1977 et condamné à 6 peines d'emprisonnement à vie pour le meurtre de 6 personnes avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. En prison, David va embrasser la religion et, semblerait-il, éprouver des remords. Il refusera même de se présenter aux premières audiences pour décider de sa libération conditionnelle, estimant qu'il ne la méritait pas. En 2002, il écrit une lettre aux tueurs présumés des attentats de Washington DC afin de leur demander de cesser de blesser des innocents. En 2005, il poursuit même un de ses anciens avocats qui décide de sortir un livre dans lequel figurent des lettres écrites par le tueur.
David Berkowitz déclare qu'il ne cessera les poursuites que si l'auteur décide de céder les bénéfices des ventes aux familles de ses victimes, ce qu'il obtient partiellement. Petite anecdote bonus, il existe depuis l'arrestation de Berkowitz une loi intitulée la loi du fils de Sam en référence au surnom du tueur, empêchant les serial killers d'obtenir un quelconque bénéfice financier de leur tuerie, que ce soit par le biais d'interviews ou de biographies. Cette loi sera invalidée par la Cour suprême des États-Unis pour violation du droit à la liberté d'expression garantie par le premier amendement, mais des lois similaires ont depuis été adoptées au niveau fédéral et dans 41 États. Bon, ça nous fait un score assez faible quand même. Pas de pipi, cruauté animale présumée et incendie, ça vaut pas plus de 6 sur 10. Mais en même temps, en écrivant cet épisode, je me rends compte qu'il va être difficile de trouver mieux pour illustrer cette triade. On pourrait évidemment parler de Jeffrey Dahmer, dont l'enfance a été marquée entre autres par des actes de cruauté envers les animaux, puisqu'il les tuait, dépeçait et disséquait leurs carcasses qu'il conservait dans des bocaux. Dégueulasse. Il faut vraiment qu'on écrive un épisode centré sur lui. Vos réactions sont un peu contradictoires. Hein. On suspecte une énurésie nocturne mais qui reste à prouver et aucune trace de pyromanie de ce qu'on en sait. Dans le même registre, on peut citer Dennis Rader, surnommé BTK, qui capturait des chiens ou des chats errants pendant son enfance pour les attacher, les torturer et même les pendre. Mais encore une fois, pas d'énurésie ou de pyromanie réellement attestée. Dégueulasse. Il faut vraiment qu'on écrive un épisode centré sur lui. Les gars, vous répétez. Pour aller chercher ailleurs dans la triade, on peut mentionner le cas de Otis Toole, le cannibale de Jacksonville, qui est un pyromane avéré en plus d'avoir tué plusieurs victimes. 6 selon les autorités, une centaine selon le tueur. Il déclarera d'ailleurs lui-même qu'il est sexuellement attiré par le feu. Énurésie nocturne suspectée mais pas assez sourcée et je n'ai rien trouvé sur des actes cruels envers les animaux. Paul Keller, quant à lui, aurait allumé 76 incendies en tout sur une période de 6 mois, jugé pour 32 d'entre eux, dont un qui a causé la mort de 3 personnes. Concernant notre troisième caractéristique, on pourrait parler de Gary Ridgway, qui aurait fait 49 victimes et qui aurait été atteint d'énurésie nocturne tardive jusqu'à ses 13 ans. De même, on a déjà parlé d'Albert Fish qui en était atteint, mais malgré de très nombreuses déviances, nous n'avons aucune preuve qu'il ait été cruel envers les animaux ou même pyromane. Ouais, et lui, il buvait carrément le pipi des autres, non? Je tiens pas à me replonger dans ce sujet. Pour en savoir plus, il vaut mieux inviter les abonnés à aller voir l'épisode qu'on lui a consacré. En résumé, la triade McDonald, bien que pertinente à bien des égards, ne peut être considérée comme le seul outil diagnostique fiable, ni même comme étant infaillible. D'après de nombreux experts en psychologie criminelle, la triade souffre d'un biais majeur. Elle ne concerne pas tous les tueurs en série et tous ceux qui présentent ces comportements ne deviennent pas des criminels. La cruauté envers les animaux, la pyromanie et l'énurésie tardive peuvent apparaître dans des contextes variés, souvent liés à des traumatismes, à une enfance marquée par la maltraitance ou à des troubles psychiatriques non traités. Mais ces éléments, pris isolément ou même combinés, ne suffisent pas à expliquer le passage à l'acte meurtrier. D'autres modèles explicatifs de la violence, plus complexes et multifactoriels, méritent d'être pris en compte. Par exemple, les traumatismes précoces, comme les abus physiques ou psychologiques, et des diagnostics tels que les troubles de la personnalité, offrent une vision plus nuancée de ce qui pousse certains individus à commettre des crimes horribles. La triade, avec sa simplicité apparente, ne rend pas justice à cette complexité. Et les cas précédemment cités l'illustrent bien. Des figures comme Richard Chase ou David Berkowitz, bien qu'ils incarnent certains aspects de la triade, ne peuvent être réduits à cette simple méthode. Leur histoire révèle une interaction plus vaste de facteurs sociaux, psychologiques et biologiques qui méritent une réflexion approfondie. Enfin, il me semble important de signaler que la triade McDonald, même si elle continue à fasciner l'imaginaire populaire, ne doit surtout pas être perçue comme une fatalité. L'idée selon laquelle un enfant qui maltraite un animal ou qui met le feu à un objet est destiné à devenir un tueur en série est non seulement erronée, mais aussi dangereuse. Cela pourrait stigmatiser des comportements qui, bien qu'inquiétants, peuvent être corrigés par une intervention précoce et un soutien psychologique adapté. Et tout cela nous invite à regarder au-delà des symptômes pour comprendre les racines profondes de la violence. Qu'est-ce qui pousse réellement un individu à franchir la ligne rouge du meurtre ? J'ai pas la réponse. Hein. Mais si la triade McDonald offre une piste, elle ne doit pas nous détourner d'un objectif essentiel, prévenir ces tragédies avant qu'elles ne surviennent. Ça passe par un meilleur accompagnement des enfants en difficulté, une sensibilisation accrue à la santé mentale et une volonté collective d'écouter et de soutenir les plus vulnérables dès le plus jeune âge. J'en profite pour vous dire qu'il existe de très nombreux centres d'aide en France, comme le 119, numéro dédié aux enfants en danger.
accessible gratuitement et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que bien d'autres qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin, que ce soit les parents ou les enfants. Je vous mets tout ça en description et même si j'espère que vous n'en aurez jamais besoin, je vous invite fortement à les utiliser si jamais vous vous trouvez dans une situation à risque, quelle qu'elle soit. C'est la fin de cette vidéo sur les tueurs de la triade McDonald, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie infiniment pour votre visionnage. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu sur tous les thèmes que nous sortons chaque semaine, ou même aller faire un tour sur cette chaîne pour aller voir certaines vidéos déjà postées, je suis sûr que certaines attireront votre attention. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo afin de consulter la liste des thèmes abordables sur cette chaîne et votez en commentaire pour votre préféré afin que je puisse vous proposer l'épisode de la semaine prochaine. En attendant, passez bien le bonjour de ma part à tous vos proches et prenez soin de vous. Ciao!